Éric Delaporte. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici, et particulièrement avec mes collègues sud-africains, pour discuter de cette thématique compliquée et passionnante qu'est la co-infection VIH-VHB. Ouais. J'avais pourtant demandé à Pierre-Marie de réviser... mais c'est-à-dire qu'il y a ce fond jaunâtre en arrière-fond qui me dérange profondément. En fait, ça me gêne quand même parce que je suis très obsessionnelle. Ça, c'est un truc très machin. Et c'est marrant parce que je suis devenue très obsessionnelle depuis que je travaille en Afrique. Non, mais il n'y a pas de psychiatre en Afrique. Donne-moi ta carte. Voilà. Non, c'est bon, c'est parfait. Allons-y. Non, je ne peux pas, ce fond jaunâtre. Voilà. Donc, merci à tous. Donc, Pierre-Marie Girard et Éric Delaporte vous l'ont rappelé, on a actuellement 34 millions d'individus infectés par le VIH aujourd'hui dans le monde. 20 millions, c'est-à-dire à peu près 70% d'entre eux, vivent en Afrique subsaharienne. L'accès aux antirétroviraux, vous le savez, s'est considérablement amélioré ces dernières années. Il est quand même passé de 2% d'une couverture antirétrovirale de 2% en 2002 à 37% en 2009, ce qui a permis d'observer une diminution importante du nombre de décès liés au sida, estimé à peu près une baisse de 20% entre 2004 et 2009. Alors, qu'en est-il de l'hépatite B? L'OMS estime qu'environ 350 à 400 millions d'individus sont infectés par le virus de l'hépatite B aujourd'hui. C'est une maladie grave qui peut se compliquer de cirrhose, avec une incidence à 5 ans estimée entre 8 et 20%. Elle peut se compliquer de cancer du foie, avec là également une incidence annuelle entre 2 et 5%. L'hépatite B est la 10e cause de décès dans le monde. Elle comptabilise 650 000 décès annuels. Elle est responsable de 60% des carcinomes hépatocellulaires, qui, je vous le rappelle, est le 5e cancer au monde. Alors, un regard sur l'Afrique. Le cancer du foie est une cause majeure de décès, malheureusement, en Afrique. Et cette figure l'illustre parfaitement. Le cancer du foie est le premier cancer chez l'homme et le 3e cancer chez la femme en Afrique, après le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Enfin, près de 2/3 de ces carcinomes hépatocellulaires en Afrique sont dus à l'infection par le virus de l'hépatite B. Revenons à nos deux cartes, l'une sur la prévalence du VIH et l'autre la prévalence du VHB. Vous voyez qu'elles se superposent parfaitement, comme nous l'a montré Anders ce matin, et on estime qu'à peu près 3 à 6 millions d'individus sont co-infectés dans le monde par le VIH et l'hépatite B. Et encore une fois, ces individus vivent majoritairement dans des pays à ressources limitées, et notamment dans des pays d'Afrique subsaharienne. De nouveau, un regard sur l'Afrique, et je voudrais me référer à cette méta-analyse récente de 2010. Les chiffres de prévalence de l'antigène HBS chez les patients infectés par le VIH sont alarmants, comme vous le voyez, avec des chiffres qui atteignent 20% en Afrique de l'Est et qui peuvent dépasser 25% en Afrique de l'Ouest, comme le Mali ou le Sénégal. Par ailleurs, la co-infection VIH-VHB est une combinaison dangereuse. Alors, les études n'ont pas montré d'impact de l'infection VHB sur l'infection VIH. En revanche, ce qui est bien établi aujourd'hui, c'est que l'infection par le VIH augmente les niveaux de charge virale du VHB, diminue le taux de séroconversion HBS, accélère la progression de la fibrose et donc augmente le risque de cirrhose, de décompensation cirrhotique et de carcinome hépatocellulaire. Et par ailleurs, la co-infection VIH-VHB est associée à une augmentation de la mortalité globale, comme l'illustre cette étude de cohorte multicentrique, incluant une méta-analyse et plus de 12 000 sujets. Vous le voyez, il existe chez les patients co-infectés VIH-VHB une surmortalité globale d'environ 36%, toutes causes confondues, sans qu'il y ait d'effet propre de la co-infection sur la mortalité liée au sida. Qu'en est-il en Afrique? Malheureusement, on dispose de peu de données sur l'histoire naturelle de la co-infection.
Cette étude récente menée au Kenya, incluant presque 400 sujets, dont 7% de sujets co-infectés VIH-VHB, a rapporté à 18 mois une mortalité de 22% chez les patients co-infectés comparé à 9% chez les patients VIH mono-infectés. Donc vous voyez finalement probablement des chiffres similaires à ce qui est observé en Europe. Donc sans aucun doute, la co-infection VIH-VHB est un enjeu de santé dans les pays à faibles ressources et en particulier en Afrique. Donc prendre en charge la co-infection VIH-VHB, c'est premièrement prévenir l'infection, et ça doit passer par l'éducation, la vaccination et le dépistage, on va en parler. C'est évaluer et à la fois la maladie virale et la maladie hépatique qui conditionne l'indication au traitement et son efficacité. Et c'est également traiter, et pas seulement les patients co-infectés VIH-VHB, mais également les patients mono-infectés VIH, à la fois dans une perspective de justice sociale, mais également de santé publique. Et c'est également traiter nos politiques qui, comme vous le savez, souffrent d'aveuglement parfois assez sévère. Donc, la prévention. Pour jouer sur la prévention, il faut comprendre la transmission du virus de l'hépatite B, et on sait que dans les pays à faible ressource, cette transmission est précoce. Elle se fait en Asie majoritairement verticalement, de la mère à l'enfant, et en Afrique, elle a lieu plutôt de façon horizontale, mais très jeune, dans l'enfance, souvent avant l'âge de 5 ans. Cette information est importante parce qu'elle signifie que l'infection par le VHB a lieu bien avant l'infection par le VIH dans les pays à faibles ressources. Enfin, c'est une information qui est également importante parce qu'on sait que plus l'infection a lieu jeune dans l'enfance, plus le risque de passage à la chronicité est important. Et l'on estime qu'environ 25% des adultes infectés pendant l'enfance vont mourir prématurément d'un cancer du foie ou d'une cirrhose due à l'hépatite B. Donc, si cette infection a lieu précocement, le meilleur moyen de la prévenir, c'est évidemment la vaccination. On dispose d'un vaccin depuis 1982, très efficace, à plus de 95%, avec un programme d'immunisation soutenue par l'OMS depuis 1991. En pratique, malheureusement, comme l'illustrent ces data combinées de l'OMS et de l'UNICEF, la couverture vaccinale est assez décevante, particulièrement dans les pays endémiques, et je vous laisse juste regarder la courbe bleue qui représente la couverture vaccinale en Asie du Sud-Est. Et vous voyez qu'en 2009, elle atteint à peine 40%. Et en Afrique, courbe vert foncé, vous voyez qu'en 2009, on atteint malheureusement une couverture vaccinale de 70%. C'est ce que confirme cette étude récente de 2012. Vous voyez qu'en Afrique subsaharienne, malheureusement, encore beaucoup de pays, en rouge ici sur cette carte, ont une couverture vaccinale inférieure à 80%. L'importance de cette vaccination est fondamentale, et ce d'autant plus si on veut prévenir la co-infection VIH-VHB, parce qu'on sait également que l'infection par le VIH diminue la réponse à la vaccination, qu'on estime entre 17 et 70% selon les études. Et malgré un doublement des doses de vaccins, comme cela a été montré par l'étude ANRS Vivac, on obtient finalement un taux de réponse encore un peu faible de 65%. Qu'en est-il du dépistage? Le dépistage de l'hépatite B dans les pays à faibles ressources, et en particulier en Afrique, malheureusement, est non systématique, ni chez les patients VIH, ni les femmes enceintes ou autres groupes à risque comme les homosexuels ou les usagers de drogue. On en a parlé plus tôt, ce dépistage est payant. Il est également largement insuffisant au niveau des banques du sang, puisqu'on estime que moins de 50% des banques du sang sont testées pour le virus de l'hépatite B en Afrique. Et enfin, sa qualité est aussi insuffisante. On l'a dit également précédemment, il y a peu de recommandations nationales, et je me réfère à ces deux études, notamment celle de Steven Wiersma de l'OMS et du groupe du World Hepatitis Alliance, qui ont
pointé du doigt le fait que seulement 50% des pays à faible ressource avaient mis en place des recommandations, seulement 17 en Afrique subsaharienne et essentiellement finalement en Afrique de l'Ouest, peu en Afrique de l'Ouest, et ces recommandations sont très incomplètes. Si l'on parle de prévention, il faut aussi parler de stigmatisation. On ne peut pas prévenir sans lutter contre la stigmatisation. Je vous laisse méditer sur cette phrase de Robert Mugabe, qui est assez récente, hein, vous voyez, c'est pas 1940, c'est mai 2012. Voilà. Qu'en est-il maintenant de l'évaluation ? L'évaluation de la maladie virale et hépatique, on en a également parlé précédemment, il y a peu, voire pas de moyens d'évaluation. On l'a dit, la charge virale est rarement réalisable pour des raisons techniques et financières, mais j'insiste de nouveau, il y a probablement dans le futur des techniques très innovantes, très prometteuses, comme la quantification du virus de l'hépatite B par des tests rapides au doigt, qui sont en cours d'évaluation, ou l'usage de papier buvard. Enfin, il n'y a pas de marqueur non invasif de fibrose disponible, on l'a dit, et ceci est assez regrettable puisqu'on dispose aujourd'hui d'outils intéressants, et notamment le fibroscan portatif qu'on peut utiliser aisément pour aller screener la population, notamment la population qui a difficilement accès aux centres de santé dans les capitales. Alors, cette évaluation est importante parce qu'elle conditionne l'indication au traitement, sa surveillance, son efficacité. Et je vous rappelle brièvement l'indication du traitement chez les sujets mono-infectés VHB. Ça, c'est les indications européennes. Vous voyez à droite sur la figure que le niveau de charge virale supérieur à 2000 et où les transaminases supérieures à la normale associées à des lésions histologiques significatives qu'on peut évaluer soit par la biopsie ou les marqueurs non invasifs comme le fibroscan ou le fibrotest, doivent faire démarrer un traitement antiviral. Chez les patients co-infectés, les dernières recommandations de l'OMS de 2010 signalent qu'il est important de démarrer un traitement chez toutes les personnes co-infectées VIH-VHB avec une indication au traitement de l'hépatite B, et ce, quel que soit le niveau de CD4 et de charge virale pour le VIH. Donc passons maintenant au traitement. Il existe, pour faire très bref, deux molécules, le 3-TC ou la lamivudine, et puis le tenofovir en association ou non avec l'emtricitabine. Le gros problème de la lamivudine, c'est son risque de résistance pour le VHB, avec 70% de résistance à 5 ans rapportée chez les patients mono-infectés VHB, et chez les patients VIH-VHB, là aussi, on a des chiffres à peu près similaires, avec jusqu'à 90% de résistance rapportée à 5 ans sous lamivudine. Donc le tenofovir, vous le savez, est une molécule extrêmement intéressante parce qu'elle est un puissant antiviral. 90% des sujets ont une charge virale indétectable à 5 ans de traitement. Il n'y a pas de résistance décrite à 5 ans. Le taux de séroconversion HBE et le taux de perte de l'antigène HBS est plus élevé qu'avec la lamivudine. Alors, il est un peu variable selon les études. Il est de 13% d'après l'étude de gastroentérologie de 2010. Et puis sa tolérance est excellente, et même la tolérance rénale, puisque les syndromes de Fanconi n'ont été rapportés que chez les patients mono-infectés VIH, pas de syndrome de Fanconi rapporté chez les co-infectés, et c'est ce que confirme Karine Lacombe dans sa cohorte de co-infectés, et c'est ce qui est confirmé également par d'autres études. Et donc c'est parce que le tenofovir est une molécule puissante et bien tolérée que l'OMS en 2010 recommande en première intention de traiter les patients co-infectés qui le nécessitent par du tenofovir en association avec du 3-TC ou de l'emtricitabine. Malheureusement, il existe une réalité, c'est qu'aujourd'hui, la première ligne de traitement reste dans de nombreux pays à faibles ressources, et notamment en Afrique, la lamivudine, en association avec d'autres molécules, névirapine ou efavirenz. Peu d'études ont évalué l'impact du 3-TC sur le VHB en Afrique.
On a quelques études publiées qui rapportent 12 à 14% de résistance au 3-TC à un an de traitement. Il y a l'étude d'Éric Delaporte, justement menée au Cameroun, qui rapporte 60% de résistance à 2 ans. Mais on peut bien sûr tout à fait imaginer que les taux de résistance vont être similaires à ce qui est observé en Europe. Et malgré cette réalité, eh bien, seuls 3 pays ont adopté aujourd'hui en Afrique le tenofovir comme première ligne de traitement: la Namibie, la Zambie et le Lesotho, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi ce mépris vis-à-vis des hépatites virales? Il y a à l'évidence une forte responsabilité de nos politiques de santé qui ont pendant longtemps plus que négligé les hépatites virales, puisque vous le voyez, elles n'ont absolument pas été inscrites dans les objectifs du millénaire, et ce malgré les chiffres inquiétants que je vous ai présentés au début de ce topo. Elles n'apparaissent pas dans la très longue liste des maladies négligées, donc elles sont bien plus que négligées, elles ont été très longuement oubliées par l'agenda international. Jusqu'à, en réalité, mai 2010, date à laquelle l'OMS se décide enfin d'adopter une résolution pour la prévention et la lutte des hépatites virales, en soulignant l'importance de la co-infection avec le VIH. Lutter contre l'épidémie de co-infection VIH-VHB dans les pays à faibles ressources, et notamment en Afrique, passe probablement par la prévention de l'infection VHB, tout simplement parce que je voulais montrer l'infection VHB dans ces pays survient bien antérieurement, bien avant l'infection VIH. Et donc prévenir l'infection VIH, c'est aussi traiter la mono-infection VHB. Malheureusement, voici également une seconde réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'accès au tenofovir est réservé aux patients co-infectés VIH-VHB. Je veux dire, l'accès au tenofovir à des prix raisonnables, génériques, par le biais du Fonds mondial. Et là, je vous laisse également réfléchir sur ce slogan de la World Hepatitis Alliance. Et donc c'est dans ce contexte, et je finirai cette présentation sur le programme que l'on mène en Gambie, c'est dans ce contexte qu'a été mis en place le projet Prolifica pour Prevention of Liver Fibrosis and Cancer in Africa. Ce projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 3 millions d'euros. Il a lieu dans 3 pays, la Gambie, le Nigeria et le Sénégal, en partenariat avec le MRC, UK Gambie, l'OMS, l'IARC de Lyon et l'Imperial College de Londres. Il comprend 2 études principales, une étude thérapeutique de cohorte pour le traitement de l'hépatite B chez les patients mono-infectés et une étude cas contrôle pour le carcinome hépatocellulaire. Donc l'objectif de l'étude thérapeutique de cohorte est de dépister, d'évaluer et de traiter les sujets infectés par le virus de l'hépatite B dans 2 pays, le Sénégal et la Gambie en Afrique de l'Ouest, et de mesurer l'impact du traitement sur l'incidence du carcinome hépatocellulaire à long terme. Donc pour faire bref, nous travaillons essentiellement à l'échelle communautaire, donc des zones rurales et urbaines ont été randomisées. On démarre par une sensibilisation de la maladie à la fois à l'échelle communautaire et individuelle. Donc on rencontre les chefs de village, puis les sujets les individus dans chaque maison pour leur proposer un dépistage de l'hépatite B. Ce dépistage se fait, on cible les sujets de plus de 30 ans parce que particulièrement en Gambie, les sujets sont très fortement vaccinés contre l'hépatite B puisque l'OMS a implanté un très large programme en Gambie. Donc on vise les sujets de plus de 30 ans, on leur propose un dépistage de l'hépatite B par test rapide, on recueille dans le même temps des tests buvard. Les sujets positifs sont ensuite invités à la consultation des pathologies, c'est-à-dire à ma consultation. On invite également à peu près un tiers de sujets négatifs pour le VHB. Ils sont sélectionnés de façon randomisée. On leur propose également, comme sujet contrôle, de venir se faire évaluer pour le foie à la consultation. Donc à la consultation, ces sujets sont saignés. C'est compliqué. Bref, ils reçoivent également
un questionnaire épidémiologique, et puis ils ont un fibroscan, une échographie, et on leur propose une biopsie du foie dès lors qu'on suspecte une maladie sévère. On exclut pour le traitement les patients co-infectés par le VIH qui vont être référés au centre de prise en charge des patients VIH, et on exclut les patients co-infectés pour l'hépatite C ou ayant une insuffisance rénale. Et le traitement par tenofovir est débuté selon les recommandations, les critères européens. Alors à ce jour, en Gambie, parce que je ne parlerai pas du Sénégal aujourd'hui, on a dépisté 2853 sujets exactement, ce qui nous donne une prévalence de 8%. 525 sujets ont été inclus dans l'étude, 30% à peu près sans être éligibles au traitement. 44 biopsies du foie ont été réalisées sans complications, je le précise. Et de façon tout à fait inattendue, on a 4% de patients co-infectés par le VIH. Et ces patients ne sont souvent pas informés de leur séropositivité, ou lorsqu'ils le sont, ils reçoivent justement du 3TC comme traitement. Voilà, et je finis sur l'étude cas contrôle très rapidement. On développe également une plateforme de recherche moléculaire sur le carcinome hépatocellulaire avec la collaboration avec l'Imperial College. Donc en gros, tous les cas de maladies sévères du foie ou de carcinome hépatocellulaire sont référés à la consultation. Ils sont scannés par échographie, prélevés et biopsiés en foie tumoral et non tumoral, à la fois pour confirmer le diagnostic, les traiter quand c'est possible, mais ça l'est souvent peu. Et donc ça nous permet d'établir aussi une banque tissulaire pour essayer de comprendre pourquoi le carcinome hépatocellulaire est si agressif chez les patients en Afrique subsaharienne. Voilà, on travaille en partenariat avec l'hôpital universitaire de Banjul, le ministère de la Santé, qui est très sensible au problème des hépatites virales en Gambie. Et juste cette information, pour revenir sur la discussion précédente, on a mis en place une PCR quantitative pour le VHB grâce à la participation aussi importante de l'équipe de Fabien Zoulim à Lyon. Et cette PCR nous coûte 2 € par test. Elle a été validée. Et voilà. En conclusion, la co-infection VIH-VHB est donc un problème majeur en Afrique, encore trop négligé, qui nécessite un renforcement sans aucun doute du dépistage, de l'évaluation et du traitement. Mais j'insiste sur le fait que le traitement doit aussi cibler les patients mono-infectés VHB, et pas seulement parce que je travaille sur un projet de mono-infection. Enfin, les programmes de recherche sont nécessaires et le soutien politique, bien évidemment, indispensable. Et je vous laisse juste lire cette phrase de Peter Piot que je trouve intéressante, c'est-à-dire que science without politics has no impact and politics with science can be dangerous and without programs people do not benefit. Donc je crois qu'il est grand temps que nous montions des programmes de recherche en Afrique subsaharienne sur la question des hépatites virales. Voilà, je vous remercie.